Je m'appelle Sophie Langford. J'ai 36 ans. Je vis dans un quartier calme en périphérie de Fort Collins, au Colorado. De l'extérieur, ma vie semble calme et stable. Un emploi stable, une maison propre, un mariage qui a duré 8 ans. Mais la nuit où tout s'est terminé, j'ai appris à quel point les apparences peuvent être fragiles. Ce jour-là aurait dû être important. C'était le 12 juin, notre anniversaire de mariage. C'était aussi l'anniversaire de mon mari, Peter Langford. 8 ans ensemble, et je croyais encore que des moments comme celui-ci signifiaient quelque chose. J'ai quitté le travail plus tôt, j'ai traversé la ville pour acheter son vin rouge préféré et je me suis arrêté chez un boucher spécialisé pour des côtes de bœuf. Même si je n'ai jamais eu confiance en moi en cuisine, je voulais que l'effort parle pour moi. J'ai mis la table avec soin, nappe blanche, bougies, lumière douce suspendue le long du balcon. Un petit gâteau personnalisé attendait dans le réfrigérateur avec un message simple écrit dessus, « Joyeux anniversaire et joyeux anniversaire de mariage ». Rien de dramatique, juste sincère. À 19h, j'étais prête. J'ai mis une robe que Peter avait dit un jour aimer. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. À 20h, j'ai allumé les bougies. À 21h, j'ai envoyé un court texto disant que j'attendais. Pas de réponse. À 21h30, j'ai appelé. Ça a sonné jusqu'à la messagerie vocale. À 22h35, un email est arrivé. Une seule phrase, grosse urgence avec un client. Je reste au bureau. On se rattrapera plus tard. Aucune excuse, aucun joyeux anniversaire, aucune explication. Les bougies s'étaient déjà consumées. La pièce sentait légèrement la fumée et la nourriture intacte. Je suis resté là, tenant une serviette pliée que j'avais préparée pour lui. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine a changé, doucement, définitivement. Cette nuit-là, j'ai rangé la nourriture, éteint les lumières, tout enlevé toute seule. Je suis allé me coucher dans la même robe, et tandis que je restais là à fixer le plafond, j'ai compris une chose, ce n'était pas juste une nuit tardive. C'était le début de la fin. De l'extérieur, Peter Langford ressemblait au genre d'homme que les gens admiraient. Il était confiant, bien habillé, toujours calme. Il travaillait comme chef d'équipe des ventes pour une agence immobilière et parlait avec le genre de certitude qui inspirait rapidement confiance aux gens. Lorsque nous assistions à des événements ensemble, j'entendais souvent le même commentaire, « Vous avez tellement de chance ». Ce qu'il ne voyait pas, c'était à quel point notre mariage était devenu silencieux. Peter rentrait rarement à la maison avant 22h. Quand il était là, il desserrait sa cravate, jetait un coup d'œil à son téléphone et disait qu'il avait déjà mangé. Les conversations sont devenues des mises au point plutôt que des connexions, réunions, délais, chiffres. J'ai appris à ne pas demander comment s'était passée sa journée car la réponse était toujours la même, longue. Je travaillais aussi à temps plein, soutien comptable pour un fournisseur médical, rien de glamour, mais stable. Je payais ma part. Je faisais le ménage. Je cuisinais quand je le pouvais. J'ajustais mon emploi du temps en fonction du sien. Quelque part en chemin, mes besoins ont été discrètement effacés de la relation. Il y avait des soirs où je m'asseyais seul avec un dîner qui refroidissait, me convainquant que c'était normal. Que les mariages d'adultes ressemblaient à ça. Que l'amour mûrissait dans le silence. Je me disais que Peter montrait son affection d'autres manières, en payant les factures, en planifiant des vacances qui n'avaient que rarement lieu, en laissant des notes qui disaient « Occupé, mais je pense à toi ». Mais penser à quelqu'un n'est pas la même chose qu'être présent pour cette personne. Quand j'essayais de parler de la distance que nous ressentions, Peter soupirait et disait que j'analysais trop, que le travail était stressant, que les vraies épouses comprenaient le sacrifice. Finalement, j'ai arrêté d'en parler. Non pas parce que ça avait cessé de faire mal, mais parce que j'étais fatigué d'être la seule à remarquer les dégâts. La vérité, c'est que notre mariage ne s'est pas effondré en une nuit. Il s'est érodé lentement, comme l'eau usant la pierre, silencieux, persistant, presque invisible. Ce dîner d'anniversaire n'était pas la première fois que j'attendais Peter. C'était juste la première fois que j'arrêtais enfin de me mentir sur ce que cette attente signifiait. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé travailler comme si de rien n'était. J'ai pris une douche. Je me suis habillé. J'ai bu mon café debout au comptoir. Je me suis dit que Peter était juste débordé et que nous parlerions quand les choses se calmeraient. C'était l'habitude que je m'étais imposée, retarder mes sentiments, rester raisonnable, être patiente. À midi,
je n'avais pas eu de ses nouvelles. Pas de message, pas d'appel manqué. J'ai essayé de composer à nouveau son numéro. Ça a sonné jusqu'à la messagerie vocale. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Pas encore de la panique, juste un malaise silencieux que je ne pouvais pas expliquer. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans un couloir vide et j'ai appelé son bureau. Je n'avais jamais fait ça avant. Peter n'aimait pas les appels personnels au travail. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une réceptionniste ne réponde. J'ai demandé à lui parler. Il y a eu une pause, juste assez longue pour que ça semble anormal. Oh, dit-elle lentement. Peter ne travaille plus ici. Il a démissionné il y a 3 jours. Je n'ai pas compris au début. Je lui ai demandé de répéter. Elle s'est éclaircie la gorge et a redit la même chose. Il avait remis sa démission. Il n'avait pas laissé d'informations de suivi. Je suis resté là, tenant mon téléphone, tandis que les gens passaient à côté de moi. 3 jours. Cela signifiait qu'il avait déjà démissionné avant notre anniversaire, avant le dîner, avant l'email sur une urgence client. Mes pensées ont défilé en arrière. Les nuits tardives, les réponses vagues, la façon dont il évitait mon regard récemment. Tout s'est réarrangé pour former une nouvelle image, claire, impitoyable. Il ne s'agissait pas de travail. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas de bureau qui le retenait tard. Peter était en train de partir, et j'étais la dernière personne qu'il comptait informer. J'ai remercié la réceptionniste sans savoir pourquoi et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant. Le malaise s'était transformé en certitude. Ce qui m'attendait à la maison n'était pas une conversation. C'était une fin. Pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas essayé d'adoucir la vérité. Je ne lui ai pas trouvé d'excuse. Je n'ai pas cherché de raison de rester calme. Je savais, tout simplement. Au moment où j'ai pointé pour quitter le travail, mon cœur se préparait déjà. Le trajet jusqu'à la maison a semblé plus long que d'habitude. Chaque feu rouge s'éternisait. Chaque virage semblait plus lourd. Je ne retournais pas à mon mariage. Je me dirigeais droit vers le moment où tout ce que je croyais de ma vie allait être anéanti. J'ai déverrouillé la porte de l'appartement juste après 18 heures. Le silence à l'intérieur semblait plus lourd que d'habitude. Pas de télévision, pas de musique, pas de mouvement familier. Mes yeux se sont directement posés sur le porte-chaussures près de l'entrée. La deuxième rangée était vide. Les chaussures en cuir marron de Peter avaient disparu. J'ai appelé son nom une fois. Pas de réponse. J'ai marché vers la chambre d'un pas lent et régulier, comme si mon corps savait déjà ce que j'allais trouver. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Peter se tenait près du lit avec une valise ouverte posée à plat sur le sol. Des vêtements étaient empilés autour de lui, un costume bleu marine, une chemise blanche repassée, une cravate que je n'avais jamais vue auparavant. Sur la commode se trouvait une paire de chaussures de Villeneuve avec l'étiquette encore attachée. Il a levé les yeux quand il m'a vu. Son expression n'a pas changé. « Tu es rentré » dit-il calmement avant de retourner plier une chemise. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. Ma voix semblait distante, même à mes propres oreilles. « J'ai accepté un nouveau poste hors de l'État » a-t-il répondu sans lever les yeux. « Albuquerque. Je commence la semaine prochaine. » Je suis resté là, figé. « Tu as quitté ton travail. Tu as tout planifié et tu ne m'as rien dit. » Peter a zippé la valise à moitié et a fouillé dans son sac. Il en a sorti un mince dossier et l'a posé sur le lit entre nous. Il l'a ouvert et a fait glisser la première page vers l'avant. Des papiers de divorce. J'ai fixé la page comme si elle était écrite dans une autre langue. « Peter, qu'est-ce que c'est » ai-je murmuré. Il a enfin croisé mon regard. « Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. » Les mots ont atterri avec précision. « Tu fais toujours passer le travail en premier » a-t-il poursuivi. « La maison n'est jamais en ordre. Tu cuisines quand ça t'arrange. Tu as arrêté d'essayer. » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Je travaille à temps plein, tout comme toi. Je fais le ménage. Je planifie. Je t'attends. Tu rentres tard et tu dis que tu as déjà mangé. J'essaie et tu l'ignores. Il a agité la main avec dédain. Ne transforme pas ça en une liste d'excuses. Une vraie femme n'a pas besoin de rappel. Un rire aigu et amer m'a échappé. Alors maintenant, c'est de ma faute.
Peter a fermé le dossier et s'est levé. J'ai pris ma décision. Je te suggère de l'accepter avec dignité. Il a soulevé la valise et est passé devant moi en direction de la porte. Aucune excuse, aucune explication, aucune hésitation. La porte s'est refermée derrière lui. Je me suis effondré sur le sol, serrant les papiers dans mes mains. La pièce semblait soudainement immense et vide. À cet instant, j'ai compris quelque chose clairement. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une phase. Mon mariage était terminé bien avant que j'aie le droit de le savoir. Je suis resté sur le sol longtemps après que la porte se soit refermée. L'appartement semblait maintenant étranger, comme un endroit que je ne faisais qu'emprunter. Les papiers de divorce reposaient dans mes mains, mais je ne les ai pas rouverts. Je savais déjà ce qu'ils disaient. Des noms, des dates, un langage juridique conçu pour effacer 8 ans avec des marges nettes. Peter n'a pas appelé ce soir-là, ni le lendemain matin. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné alors que j'étais au travail. C'était le bureau de la gestion de l'immeuble. La femme au bout du fil a parlé poliment, comme s'il s'agissait d'une demande de routine. Madame Langford, dit-elle, nous avons reçu un avis de résiliation du bail. Le titulaire principal du bail nous a informé qu'il ne vit plus dans le logement. L'occupant restant est censé quitter les lieux d'ici la fin du mois. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit. Elle l'a fait et a ajouté un détail supplémentaire. Il a laissé une note. Il a déclaré que vous videriez les lieux et déménageriez avant la fin du contrat. Aucune discussion, aucun avertissement, aucun message pour moi. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai ouvert chaque tiroir, chaque placard. J'ai trouvé les reçus du canapé, de la table à manger, du réfrigérateur. Presque tout était à mon nom. Peter n'avait pris que ses vêtements et quelques appareils personnels. Il avait laissé derrière lui la vie que nous avions construite comme si c'était un arrangement temporaire. J'ai traversé la pièce lentement, le balcon où j'avais accroché les lumières, la cuisine où des repas intacts avaient autrefois attendu, la chambre qui sentait encore faiblement son eau de Cologne. C'est alors que quelque chose en moi a de nouveau changé, non pas avec de la douleur cette fois, mais avec de la clarté. Peter n'était pas parti parce qu'il était malheureux. Il était parti parce qu'il était plus facile de s'en aller que d'affronter ce qu'il était devenu. Cette nuit-là, j'ai posé les papiers de divorce sur la table et je ne les ai pas cachés. Ils sont restés là, bien en vue, non pas comme une menace, non pas comme une blessure, mais comme la vérité. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans attendre que quelqu'un rentre à la maison. Les papiers de divorce sont restés sur la table de la salle à manger pendant 3 jours. Je passais devant chaque matin avant le travail et chaque soir avant de me coucher. Je ne les évitais pas. Je n'ai pas non plus pris de stylo. Non pas parce que j'espérais que Peter reviendrait, mais parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose d'abord. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là sans remarquer le moment exact où j'avais disparu de mon propre mariage. J'ai rejoué les 8 dernières années lentement. Les compromis qui ont commencé petits et sont devenus une routine. La façon dont j'ai arrêté d'exprimer ma déception parce que cela semblait gênant. La façon dont j'ai appris à être reconnaissante pour le strict minimum. J'ai réalisé que j'avais géré le mariage de la même manière que je gérais les problèmes au travail, silencieusement, efficacement, seul. Il n'y a pas eu de scène de trahison dramatique. Pas de dispute hurlante, pas de méchante évident, juste un schéma constant de négligence que je continuais d'excuser parce que c'était plus facile que d'admettre que j'étais seul. Signer ces papiers signifiait accepter une dure vérité. Je n'avais pas été abandonné du jour au lendemain. Je m'effaçais depuis des années. Peter avait simplement terminé ce que le silence avait déjà commencé. Le 3e soir, je me suis préparé à dîner et je me suis assise à la table, en face des documents. J'ai lu chaque ligne attentivement. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas pleuré. J'ai laissé la finalité s'installer. Quand j'ai eu fini, j'ai remis les papiers dans le dossier et je les refermai. Pas encore, ai-je dit à voix haute dans une pièce vide. Non pas parce que j'étais incertaine, mais parce que j'avais besoin d'un dernier moment pour me choisir, en pleine conscience. Cette pause n'était pas de la faiblesse. C'était la dernière courtoisie que j'accordais à une vie que j'étais sur le point de laisser derrière moi. Samedi soir, je suis resté devant le miroir plus longtemps que d'habitude, non pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour m'assurer que je me reconnaissais encore. J'ai choisi une simple robe noire et j'ai attaché mes cheveux en arrière. Simple.
J'assistais à la réunion des 18 ans de mon lycée dans une petite brasserie du centre-ville de Fort Collins. J'avais payé le billet des mois auparavant, à l'époque où je supposais que Peter serait à mes côtés. J'ai failli ne pas y aller. Puis j'ai réalisé que rester à la maison ne ferait que prouver à quel point mon monde s'était déjà rétréci. La salle était bruyante, bondée et pleine de visages familiers adoucis par le temps. Je suis resté près du fond jusqu'à ce que quelqu'un appelle mon nom. C'était Lucas Bennett. Il était assis 2 rangs derrière moi en cours d'histoire. Il a souri comme si rien n'avait changé et m'a offert un verre. Nous avons parlé facilement. Il m'a dit qu'il était divorcé depuis 3 ans et qu'il élevait sa fille seule. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de l'honnêteté. Quand il m'a posé des questions sur Peter, j'ai répondu simplement « Nous sommes en train de divorcer ». Pas de détails, pas d'excuses. Lucas a hoché la tête et a changé de sujet sans insister. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas examiné ou pris en pitié. J'étais juste une personne dans une pièce ayant une conversation normale. En rentrant chez moi plus tard, les fenêtres baissées, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson passait, une que je chantais doucement en nettoyant l'appartement seul. Les paroles résonnaient différemment maintenant, claires, inévitables. J'ai réalisé cette nuit-là que ma vie n'était pas finie. Elle avait simplement cessé de tourner autour de quelqu'un qui n'était jamais vraiment là. Une semaine après avoir soumis la demande de divorce par l'intermédiaire de mon avocat, mon téléphone a vibré vers 22 heures. C'était un email de Peter, avec un seul mot en objet, preuve. Je l'ai ouvert sans hésitation. Une photographie remplissait l'écran, un certificat de mariage, son nom imprimé clairement, Peter Langford. En dessous, un autre nom, Clara Whitman, tamponné et daté au Nouveau-Mexique. La date était un jour après que le tribunal ait finalisé notre divorce. Avant que je puisse réagir, mon téléphone a sonné. Peter n'a pas attendu longtemps. « Tu l'as vu, n'est-ce pas » a-t-il dit. Je me suis marié. La vie va enfin de l'avant. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer. Sa famille possède l'un des plus grands groupes immobiliers de Santa Fe, a-t-il poursuivi. Ils m'ont aidé à obtenir un poste de direction. Nous avons déjà une maison. Tout est réglé. Alors c'est pour ça que tu avais besoin du divorce si rapidement, ai-je dit d'un ton égal. Pas entièrement, a-t-il répondu. Je ne pouvais tout simplement pas rester avec quelqu'un qui faisait passer son travail avant son rôle d'épouse. J'ai failli rire mais je me suis retenu. Clara ne travaille pas, ajouta fièrement Peter. Elle a choisi de se concentrer sur le foyer, et elle est enceinte. De 3 mois. Chaque phrase semblait répétée, comme un argumentaire, une justification livrée trop facilement pour être sincère. J'ai écouté jusqu'à ce qu'il ait fini, puis je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, je me suis assise tranquillement et j'ai répété son nom à voix haute. Clara Whitman. Cela a remué quelque chose de faible et d'inconfortable dans ma mémoire. J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai cherché. Son profil est apparu instantanément. Des photos élégantes, des angles parfaits, une vie soigneusement mise en scène. Puis j'ai fait défiler plus loin et je me suis arrêté. Je l'ai reconnue. Clara Whitman était autrefois Clara Mills. Nous étions allés au même lycée. Elle avait été silencieuse, maladroite, souvent ignorée. La femme sur ces photos ne ressemblait en rien à la fille dont je me souvenais, sauf pour une chose, ses yeux. Cette nuit-là, j'ai compris ce que Peter avait choisi. Pas l'amour, pas la connexion. Une image. Un avenir poli pour effacer tout ce qui avait précédé. Et pour la première fois depuis son départ, je n'ai absolument rien ressenti. J'ai appelé ma vieille amie Anna le lendemain matin. Nous nous connaissions depuis la seconde, et si quelqu'un se souvenait clairement du lycée, c'était bien elle. J'ai posé une question, tu te souviens de Clara Mills? Il y a eu une pause, suivie d'un petit rire. Bien sûr que oui. Pourquoi? Je lui ai tout raconté sur Peter, le divorce soudain, le remariage, le nouveau nom. Quand j'ai fini, Anna a expiré lentement. Elle a complètement changé de vie après avoir déménagé à New York, a-t-elle dit. École d'art, nouveau cercle, nouveau visage. Plusieurs opérations, nez, mâchoire, yeux, menton. Les gens ont arrêté de l'appeler Clara Mills il y a des années. Cela expliquait le sentiment que je ne pouvais pas chasser. Le sentiment que quelque chose avait été soigneusement effacé.
Je me souvenais de Clara à l'école. Elle s'asseyait au fond, parlait rarement à moins qu'on ne lui adresse la parole. Elle évitait les miroirs et les appareils photo. Elle gardait la tête baissée dans les couloirs, le genre de fille qui a appris très tôt que l'attention pouvait être cruelle. Maintenant, elle se tenait à côté de Peter dans une robe blanche, souriant comme quelqu'un qui avait enfin gagné. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la chirurgie ou l'argent. C'était la similitude entre eux. Peter avait aussi effacé son passé. Il ne partageait jamais de vieilles photos, ne parlait jamais de ses amis d'université, insistait pour un petit mariage sans personne d'avant. À l'époque, j'appelais ça de la discrétion. Maintenant, je voyais ce que c'était, de la honte. Deux personnes qui se sont réécrites se sont trouvées. Elles ont construit une vie conçue pour paraître impeccable de l'extérieur. Nouveau nom, nouveau rôle, nouveau pouvoir. Mais rien de ce qui est construit sur la colère ne reste solide longtemps. Je me suis assise seule ce soir-là, pensant à tous les efforts qu'il faut pour faire semblant, à quel point il doit être épuisant de maintenir une image chaque jour, de se réveiller avec la peur que le mauvais détail ne s'échappe. Je n'ai pas ressenti d'envie. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti du soulagement, car pendant qu'ils étaient occupés à cacher qui ils étaient, j'apprenais enfin à être à l'aise avec exactement qui j'étais. 2 semaines plus tard, un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Je n'ai pas répondu au début. Puis il a sonné encore et encore. Quelque chose m'a dit de décrocher. C'était Peter. Clara a accouché, a-t-il dit immédiatement. Une petite fille. J'ai attendu. Elle ne ressemble à aucun de nous deux, a-t-il poursuivi. Sa voix était tendue maintenant, dépouillée de la confiance que j'avais entendue auparavant. J'ai pensé que c'était juste un gonflement ou l'éclairage, mais j'ai fait un test ADN. Elle est bien de moi. Ce n'est pas le problème. Alors, quel est-il, ai-je demandé calmement. Elle ne veut pas tenir le bébé, Sophie. Chaque fois qu'elle regarde son visage, elle se détourne. Hier, sa mère a dû prendre le bébé des bras de l'infirmière parce que Clara refusait. Je ne comprends pas. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun sentiment de justice, seulement une lourdeur silencieuse pour un enfant qui était entré dans le monde en portant déjà la déception de quelqu'un d'autre. Tu te souviens de ton album de fin d'études du lycée, ai-je demandé. Il y a eu un silence au bout du fil. Je l'ai trouvé en nettoyant l'appartement, ai-je continué. Tu m'avais demandé de ne pas toucher à ce tiroir, mais je l'ai fait. J'ai vu les photos, Peter. Cheveux bouclés, dents de travers, acné. Tu n'étais pas laid, tu étais humain. J'ai changé parce que je manquais de confiance en moi, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu. Tu as changé parce que tu voulais fuir qui tu étais, tout comme Clara. Il a expiré de manière tremblante. Tu penses qu'elle ressemblera à cette version de nous? Je pense qu'elle ressemblera à la vérité, ai-je dit. Et la vérité finit toujours par se montrer. Autre pause. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, a-t-il murmuré. Cette fois, j'ai parlé doucement. Aime-la quand même. Ne la punis pas de porter ce que tu as essayé d'effacer. Il a commencé à dire autre chose, mais je l'ai arrêté. Tu m'as dit un jour que j'avais échoué en tant qu'épouse parce que je ne me sacrifiais pas assez. Mais en ce moment, la seule personne qui refuse son rôle, c'est toi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. Pas par colère, par finalité. Cette nuit-là, j'ai compris quelque chose clairement. J'étais parti avant que les dégâts ne m'atteignent. Mais cet enfant grandirait au milieu d'eux. Et pour la première fois, je me suis senti reconnaissante que ma vie n'appartienne plus à des gens incapables de se regarder en face. Près d'1 an s'est écoulé sans que je prononce le nom de Peter à voix haute. Non pas parce que j'essayais de l'oublier, mais parce que ma vie n'avait plus besoin d'un point de référence du passé. J'ai emménagé dans un petit appartement à Boulder, à 10 minutes de mon bureau. Il avait un balcon étroit et assez de soleil pour faire pousser des herbes dans des pots dépareillés. Les matins sont devenus calmes, dans le bon sens du terme. Je me réveillais tôt, préparais du café et m'asseyais près de la fenêtre sans me presser. J'ai réduit mes heures de travail et j'ai arrêté de mesurer ma valeur à l'épuisement. Je me suis inscrite à un cours d'art le week-end, quelque chose que j'avais toujours reporté parce que ça ne cadrait avec l'emploi du temps de personne d'autre. J'ai renoué avec des amis, certains anciens, d'autres nouveaux. Lucas et moi passions du temps ensemble sans étiquette ni pression. Nous marchions, parlions et partagions le silence confortablement.
Rien n'avait à être prouvé. Un après-midi, j'ai croisé Anna dans une librairie d'occasion. Elle a mentionné Peter sans drame. Il avait déjà de nouveaux problèmes. Une autre liaison. Un mariage qui s'effilochait aussi vite qu'il s'était formé. J'ai écouté sans réaction. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement de la distance. Je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis arrêté dans une boulangerie et j'ai acheté un petit croissant. Je l'ai mangé lentement sur un banc de parc, en regardant la lumière changer à travers les arbres. Ma vie était simple maintenant. Pas de chaos, pas d'image à maintenir. Et pour la première fois depuis des années, la simplicité ressemblait à la liberté. Les gens me demandent souvent si j'ai pardonné à Peter. Je souris généralement et leur dis que je n'en ai pas eu besoin. Le pardon implique une dette. Ce que j'ai choisi, c'est la libération. Je n'ai pas reconstruit ma vie pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai reconstruite parce que rester aurait signifié m'effacer petit à petit. Partir n'a pas été dramatique. Ce fut délibéré. Certaines personnes recherchent la réinvention à travers le pouvoir, le statut ou la beauté. D'autres la trouvent à travers l'honnêteté. Un chemin exige un entretien constant. L'autre demande seulement que vous arrêtiez de faire semblant. Peter et Clara ont essayé de fuir leur passé. Mais la vérité a une façon de se manifester tranquillement, à travers le temps, à travers les enfants, à travers des conséquences que personne ne peut effacer. J'ai choisi autre chose. J'ai choisi la clarté, la paix et une vie qui ne nécessite aucune explication. Si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour réfléchir aux endroits où vous pourriez vous effacer pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Aimez cette vidéo si vous avez déjà été sous-estimé. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la permission de partir. Et commentez ci-dessous avec vos pensées. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de liberté.